Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Réunis à Yaoundé samedi dernier et sur convocation de Madame le bâtonnier par intérim, Claire Atangana Bikuna, le Conseil de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun n'est pas allé de main morte cette fois-ci. Il a décrié une situation qui, de son avis, s'analyse de toute évidence en une persécution des avocats transformés en délinquants. Sans convocation préalable ni mandat, appréhendé à l'avantage d'un guet-apens tendu selon la résolution par les éléments de la division régionale de la police judiciaire du littoral, Maître Tamfou Richard et Tumenyé Armel, après quelques jours de garde à vue, ont comparu ce jour en audience de flagrant délit devant le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, statuant en matière criminelle. Néanmoins, le Conseil de l'ordre a décidé de la convocation d'une assemblée générale extraordinaire ainsi de protestation jusqu'à ce qu'il soit mis fin à cette cabale contre les avocats, de renoncer aux hommages judiciaires prévus sur les parvis de la Cour d'appel du littoral et de la Cour suprême du Cameroun, de suspendre jusqu'à nouvel avis pour tous les avocats toute intervention devant les juridictions statuant en matière criminelle à tous les degrés de juridiction et même celles statuant en matière de contentieux électoral, et enfin de suspendre le port de la robe du 30 novembre au 4 décembre 2020 pour tous les avocats et sur toute l'étendue du territoire camerounais. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Suspension de la robe, du port de la robe par les avocats pour essayer de comprendre, madame, monsieur, nous avons invité en plateau Barrister Soufou Ben. You're welcome. Thank you. Good evening. Yeah, ok. À côté de vous, il est là, Maître Moustapha Ngwana, bonsoir. Bonsoir Saint-Jalin, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver sur votre plateau pour diviser sur un sujet qui intéresse au plus haut point les libertés individuelles et particulièrement la profession d'avocat. Voilà, merci. Maître Augustin Gueffard, bonsoir. Saint-Jalin, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Fidèles d'être au rendez-vous, juste à titre d'avocat. Merci. Voilà, merci. À côté de vous, Maître Narcisse Ecomin, bonsoir, Maître. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox et plus particulièrement de l'émission Equinox Soir. Bonsoir à tous mes confrères aujourd'hui détenus et bonsoir particulier à Tamfou et à Amel Chemeni qui ont recouvré la liberté ce jour. Voilà, je reste avec vous, Maître Narcisse Ecomin. Maître Tamfou et Tumenyé déclarés non coupables d'outrage à fonctionnaire, mais coupables de destruction de biens publics et rébellion en groupe. Condamnés à 6 mois de prison avec sursis de 3 ans, avec 100 000 francs d'amende et 28 000 francs de dépenses pour chacun. Qu'est-ce qu'on doit comprendre véritablement? En des termes simples, pour ceux qui nous regardent. Oui, Serge-Alain, il faut déjà préciser que la condamnation avec sursis veut simplement dire que les prévenus qui ont été condamnés ce jour-ci d'aventure dans la période probatoire, c'est-à-dire 3 ans, dans les 3 ans, ils commettent une infraction, ils seront ils seront embastillés pour la peine qui a été prononcée par le tribunal. Mais pour l'instant, ils vont recouvrer la liberté une fois que les formalités administratives auront été remplies, notamment la signature du bulletin de levée d'écrou. Et je pense que demain matin, ils pourront continuer à vaquer à leurs occupations. Barrister Soufou, votre sentiment après ce qui s'est passé aujourd'hui à Bonanjo? Good evening once more. It's a travesty of justice. Oui. Even though the judgment was given
To suspend a sentence, you are imprisoning somebody psychologically. Because within the 3 years, Mr. Tamfu and my other colleague will have not to commit an offense. If they commit the offense, it therefore means they have to go back to prison and serve the 6 months imprisonment. Same vein with the cost and fine. If they cannot pay the 100,000 and the 28,000 franc cost and fine, they equally have to stay in prison for some time. But however, that does not stop them from going on appeal. They have a right of appeal. But one of my worries about the trial is, yes, if they said they were being tried for a flagrante delicto offense, meaning they were caught red-handed when the offenses were committed. If that were the case, where were the prosecution witnesses? Today there were no prosecution witnesses. The State Council simply brought the procès verbal, the case file, and tendered them. Agreed, under our law, the CPC, Section 336 gives the room that in the absence of the witnesses, the prosecutor can tender the case file. But that is an exception to the general rule. The general rule is you call your witnesses one after the other. They do examination in chief, cross-examination, and re-examination if possible. By not producing these witnesses, the state prosecutor had something to hide. Because I'm convinced some of these witnesses went into excesses. Et les témoins ici, c'est qui, selon vous? Ça doit être les policiers, les gendarmes, les forces de l'ordre qui étaient là le jour. Oui. Those are the witnesses. Or if there were a magistrate there or a registrar, those are the people. Even somebody was passing and saw the incident. It was a public outing. You could not have said it was only Tamfu and my other colleague who were there. What about the crowd that was there? And the state has all what it takes to select witnesses. So it was justice hurried. And because of hurrying, the state had something to hide by hiding those witnesses from the art of cross-examination. Ok, voilà. Maître Moustapha Ngwana, pour vous, vous êtes satisfait de ce qui s'est passé cet après-midi à Bonandio? Je ne suis pas du tout satisfait par ce qu'il y a eu cours. Mais Tamfu et Tchoumenyé, Maître Tchoumenyé, au moins quand même. Moi, je pense que c'est une honte pour notre pays, la procédure qui a eu lieu aujourd'hui. Je ne peux pas être satisfait d'une victoire à la Pyrrhus. Donc pour nous, pour le barreau, ce n'est pas une victoire. Donc le casier judiciaire de mes confrères Tamfu et Tchoumenyé doit absolument se retrouver vierge. Je puis vous assurer que, nonobstant le fait qu'ils vont immédiatement recouvrir la liberté, le barreau se fait fort de porter, d'interjeter appel de la décision qui a été rendue. Parce que voyez-vous, l'affaire est encore en cours, donc je ne vais pas entrer dans les dédales de celle-ci. Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est une affaire qui malheureusement ne grandit pas notre justice. Et vous allez vous rendre compte que, nonobstant le fait que les avocats n'aient pas plaidé, ceux-là qui étaient censés rendre la justice se sont rendus compte certainement de la difficulté qui était la leur de pouvoir condamner d'honnêtes citoyens qui sont les victimes dans cette affaire, parce qu'il faut le dire, ce sont des avocats qui ont été attaqués dans leur sanctuaire. Alors qu'on attendait des poursuites et des actions énergiques contre les personnes qui ont agi et entravé ce cénacle de la justice, malheureusement, ces avocats qui sont retrouvés en train d'être poursuivis. Donc, et il semble qu'il y ait une liste encore plus longue, parce que j'ai bien entendu le représentant du ministère public dire que leur comparse encore en cavale, parlant ainsi d'honnêtes gens qui malheureusement sont en train d'être restreints dans l'exercice du ministère qui est le leur. Donc pour les avocats, il ne s'agit aucunement d'une victoire. Nous espérons que les juges d'appel plus clairvoyants, plus sérieux et plus expérimentés parviendront certainement à pouvoir permettre à nos confrères d'être complètement lavés de cette affaire-là qui n'aurait jamais dû être. Ok. Maître Augustin Gueffard, cet après-midi, Maître Tamfu et Tchoumenyé ont refusé carrément de s'exprimer. Il n'y avait pas d'avocat pour les défendre. Vous avez appelé ça de rupture, la défense de la rupture. Dis donc.
Serge-Alain, je vais commencer d'abord par préciser que nous ne sommes pas autour de cette table les porteurs de la voix du Conseil de l'ordre. Nous ne sommes pas les mandataires. Vous nous avez invités ici à intuitu personné. Donc c'est S-qualité que je prends la parole. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation pour moi, je félicite tout le barreau. Je félicite le Conseil de l'ordre qui a constitué une commission qui est venue s'enquérir de la situation parce que, voyez-vous, nous étions en salle scindée en deux blocs d'avocats. Et je vous avais annoncé ici la dernière fois que le tribunal de droit commun n'effraie pas un avocat. Le tribunal le plus compliqué, c'est celui du Conseil de l'ordre, dont les membres du Conseil de l'ordre, ils sont venus, ils ont observé, ils ont écouté pour, je suis convaincu, plus tard, s'il y a un dossier disciplinaire qui doit être ouvert contre ces deux confrères ou bien les 13 autres, comme dit le procureur de la République en cavale, le Conseil se doit d'être neutre pour trancher. Donc je dis merci, grand merci, félicitations à ce Conseil de l'ordre qui a fait ce qu'il devait faire à sa manière. Un merci spécial pour moi va à l'endroit de tous les avocats de Douala, nommément comme nous avons appelé ce jour, à nos Njunju qui sont sortis. Vous savez, lorsqu'une danse sort et que le Njunju sort, chacun comprend que c'était du sérieux. Nos Njunju qui étaient là bien avant nous, ils nous ont montré ce qu'il faut faire, c'est-à-dire être ensemble. You will never walk alone, pour emprunter à quelqu'un d'autre. Maintenant, revenant à la stratégie, nous, Njunju et l'équipe qui était constituée pour cette défense, ils ont su ce qu'il faut faire, ils l'ont fait. Et puis, je ne dirais pas autre chose. Quant au magistrat, il faut assez d'énergie, il faut être trop fort pour être magistrat. Parce que ce que nous avons vécu aujourd'hui, dans le respect de la loi, les magistrats, ils nous ont montré de quoi ils sont capables. Vous savez, de mémoire de petit avocat de 20 ans, presque 20 ans de pratique, c'est le deuxième procès que je vois aussi rapide. Le premier, c'est Fumbape Pape, qui a été déposé et je crois moins de 48 heures après, est sorti de prison. Vous voyez, ces deux avocats, ils entrent vendredi et très tôt, avant 15 heures, ils sont libérés. Sans que personne ne demande au magistrat, entre vendredi et lundi, qu'est-ce qui a pu changer dans votre tête? Qu'est-ce qui a pu changer dans la procédure? Vous voyez, si nos confrères avaient été défendus, on aurait dit nous avons donné des arguments. Non. Ça permet à tout le monde de voir qu'il y a quelqu'un qui se veut fort, trop fort. Or, dans la maison de justice, on ne doit pas utiliser ce genre de propos, on ne doit pas utiliser ce genre de langage. Il n'y a pas de trop fort entre magistrats et avocats. Il n'y a pas de trop fort entre avocats et greffiers. Nous sommes tous, nous formons un package. C'est ce que nous devons retenir. Quant au fond du dossier, voyez-vous, je ne peux pas dire que nous sommes déçus. Ce qui devait être fait a été fait. Nos confrères sont libres. C'est la première des choses. Quant à la procédure, les voies de recours sont encore ouvertes. Nous ne savons pas quel sera le comportement du procureur qui a été trop incisif aujourd'hui. Et peut-être il relèvera appel. Peut-être les prévenus aussi releveront appel. Après ce délai, nous pourrons revenir ici si jamais nous avons la possibilité d'expliquer ou bien d'expliquer au peuple ce qui s'est passé. Pour l'heure, nous sommes couverts par le secret de l'instruction parce que la procédure reste encore pendante. Voilà tout ce que je peux vous dire. Maintenant, si c'est comme cette condamnation avec sursis, c'est, pour faire simple, c'est une pseudo-liberté pour M. Tamfou et Tchouménié. Dans cette période de 3 ans, ils sont quelque part en prison, dans leur tête. Bon, je pense pas. C'est des avocats, c'est des hommes courageux de nature. Oui. Je pense qu'ils continueront à vaquer à leurs occupations. Encore que c'est pas, en fait, c'est pas inadvertance que tout ceci arrive. Ils étaient à l'audience au cours de laquelle les faits pour lesquels ils ont été condamnés leur sont imputés. Ils y allaient pour défendre deux des nôtres. Et c'était nullement dans l'intention de commettre quelques dégâts que ce soit, encore qu'ils ne l'ont pas commis. Je ne vais pas m'étendre davantage sur la décision qui a été rendue, parce que
l'infraction de commentaires tendancieux semble être dans l'air du temps. Et j'ai bien peur que, au sortir de votre immeuble, que je sois également kidnappé, comme c'est le cas pour mes confrères ces derniers temps. Et c'est là où je vais revenir, Serge Alain, parce qu'il est important que cela soit dit. Ce qui se passe ces derniers temps, c'est une honte pour notre justice. Vous ne pouvez pas avoir des personnes qui sont censées garantir la protection des libertés, le respect de la loi, et ce sont ces mêmes personnes-là qui foulent aux pieds les règles les plus élémentaires de procédure pénale. Comment Maître Tamfou et Tchomeni ont été appréhendés? Ça, il faut le dire, il faut que les gens le sachent. Vous avez 2 avocats qui ont des résidences professionnelles connues, qui fréquentent assidûment les palais, mais qu'est-ce que les autorités judiciaires de la place ont fait? Elles ont donné des instructions à la police et aux services de renseignement qui ont tendu des guet-apens à des avocats, les ont kidnappés, et le terme n'est pas fort, les ont kidnappés sans mandat, sans quelque ordre que ce soit. Nous avons entendu dire qu'il y aurait eu un soit transmis de monsieur le procureur de la République. Oui, allez-y. Tout ceci, c'est dans la parfaite illégalité. Parce que je tiens à préciser. Prends ton téléphone. Oui, allez-y, allez-y. Je tiens à préciser, Serge Alain, que les seules circonstances qui peuvent commander qu'une personne mise en cause soit immédiatement appréhendée sans convocation préalable et sans mandat, c'est le cas du flagrant délit. Nous n'étions pas dans un cas de flagrant délit. Vous avez des confrères à qui un certain nombre de faits sont reprochés, qui, à la suite de l'audience incriminée, sont rentrés chez eux, ont continué à vaquer à leurs occupations, et puis ont reçu des coups de fil des personnes qui prétendaient être des clients. Et sur le coup, ils ont été appréhendés. Et je précise que M. Tamfou a d'ailleurs subi une espèce de brutalité de la part de ces officiers de police. Ça, c'est pas bon, parce qu'il faut que les autorités judiciaires qui ont la charge du respect de la loi et de la garantie des libertés apprennent à faire leur travail sans émotion ni parti pris. Parce que le juge, que ce soit le juge, que ce soit le procureur, doivent être des personnes indépendantes, et la justice, elle ne se rend pas avec les émotions. Voilà, Barrister Fou, justement cette réunion du Conseil de l'ordre de samedi dernier, ils ont décidé qu'il y a une session, une assemblée générale extraordinaire sera convoquée dans les jours à venir, dans le but de redorer le blason de la profession qui est souillé par ce qui se passe ces derniers jours. La profession d'avocat, vous êtes quelque part, vous vous sentez souillé par tout ce qui se passe? Thank you. The issue is to convene a General Assembly of the Bar Council is important because we have a bar law, and the bar law protects us lawyers. And where our protection is being violated, excuse me, there's reason for us to assemble. When we assemble, we have to take stock of what has transpired, decisions that the Bar Council has taken, because the Bar Council is a governing body of the Bar Association, and they act on behalf of General Assembly. You have to give us a report of what has transpired within this period of crisis. Unfortunately, we are in a period of mourning. Our bâtonnier is in a mortuary, and unlike allowing us reflect and concentrate on how to bury our bâtonnier, they keep harassing our colleagues and the rest. So the decisions of the Bar Council of last Saturday, they were good decisions. They were arrived at to the interest of all of us, because as it happens to A today, tomorrow happen to B, tomorrow happen to C. Just as my colleague said, maybe by the time we go downstairs, we'll be kidnapped. That we are using hard words. We are not using any hard words. We are using the right words and in the right context. Because the first tool of a lawyer is his brain. And he transforms that brain into a pen. And if you start by challenging him not to use his brain liberally, to use his pen,
Therefore, there is something fundamentally wrong. I think when they call the General Assembly, those of our colleagues who have been victims should be there to share the experiences with us. And we'll come up because we are being subjected to ridicule. If a police officer can then push a lawyer, arrest a lawyer, there's a procedure of arrest. As my colleague rightly said, a lawyer's office is inviolable. A police officer cannot enter a lawyer's office. A police officer cannot even search a lawyer's car without a search warrant. Talk less of going to arrest a lawyer. The Procurator General of the Littoral should at least make a public statement, if not to the public, to us the lawyers, that who mandated those who went to arrest Barrister Tamfo and his colleague, and where were their arrest warrants, and show us proof that he informed the Bar Council, particularly the Batonier, that I was going to throw two of your elements because they have done this, they have done that. If you fail to do that, it therefore means you are not only disrespecting the lawyer, but you are disrespecting the bar law. Ok. Maître Moustapha, ce qui est arrivé aujourd'hui, on a vidé le dossier, je crois, mais on a discuté avant le début de cette émission avec certains avocats qui pensaient que le 10 novembre, on aurait pu procéder de la même façon. Ça nous aurait évité tout ce qu'il y a eu après dans la salle, puisque il y avait énormément de garanties. Ce jour-là, les avocats présentaient un certain nombre de garanties pour que leurs confrères soient jugés, que l'affaire ne soit pas renvoyée au 25. Je crois que ceux qui ont pris la décision aujourd'hui ont pris la décision dans un contexte où il y a certainement un peu plus de sérénité de leur côté. Parce que je dois le dire et je le pense, en date du 10 novembre, il y avait une volonté d'humiliation de la corporation d'avocats. Parce que c'était un fait totalement inédit. Parce que bon, pour ceux qui ne sont pas de notre cénacle, ils ne peuvent pas connaître quelles sont les règles qui régissent le fonctionnement des palais de justice et autres. Il est inhabituel qu'à une audience correctionnelle, on retrouve la gendarmerie, on retrouve la police anti-émeute. À une audience criminelle, on peut retrouver des gendarmes. Lorsque vous arrivez avec ce décor qui est planté, lorsque vous avez un peu d'expérience, vous dites que ça sent le roussi. Vous comprenez qu'il y a quelque chose de mauvais qui est en train de se préparer. Les avocats, vous l'avez dit, jouissent des garanties de représentation les plus larges possibles. Et ce jour, le conseil de l'ordre était représenté. Madame le représentant du bâtonnier pour la région du littoral était présent. Il y avait dans la salle même les anciens bâtonniers qui étaient là pour non seulement témoigner la solidarité aux confrères qui étaient poursuivis, mais également la considération que l'ordre des avocats a pour la liberté individuelle. Malheureusement, pour des raisons qui sont les seuls à savoir, ceux qui étaient censés prendre les décisions ont choisi de renvoyer ce dossier à plus de 15 jours. Vous le constatez vous-même. Aujourd'hui, la magistrate, prenant certainement en considération la qualité des personnes qui étaient poursuivies, et parce qu'il s'agissait d'infractions délictuelles, s'est retirée pendant quelques minutes pour rédiger sa décision. J'ai la faiblesse de penser que, s'agissant d'une question de liberté, on aurait pu rendre la décision dans un contexte similaire. Il ne faut pas qu'on laisse croire aux citoyens camerounais qu'on peut fragiliser le barreau, qu'on peut fragiliser les avocats. Parce que la qualité de notre justice dépend également de la manière à laquelle on traite non seulement les plus forts, mais aussi les plus faibles. Parce que, je le dis, il y a un message subliminal qu'on envoie à nos populations. Si nous pouvons arrêter vos avocats, à plus forte raison vous. Il faudrait que cela puisse changer. Il faudrait que nous ayons un comportement proche de ceux qui exercent sur l'autre côté, sur l'autre rive du Mungo. Mon confrère qui a pris la parole avant moi, Soufou Ben, exerce de l'autre côté, il exerce à Bamenda. Je peux vous dire que si on avait été dans le nord-ouest ou dans le sud-ouest de notre pays, on n'aurait jamais pu assister à un spectacle comme celui-là. Ce n'est pas de la stigmatisation, mais nous, les francophones, il faut que je le dise, nous avons une mauvaise pratique des libertés. Chez nous,
c'est la détention qui est la règle, la liberté qui est l'exception. On utilise deux instruments pour faire du chantage aux citoyens. Les OPJ, la détention, la garde à vue, et les magistrats, malheureusement, la détention provisoire. Lorsque les circonstances ne sont pas d'une extrême gravité, il faut laisser la possibilité aux citoyens de pouvoir comparaître libres. Encore que dans cette hypothèse, les avocats comparaissaient en matière de flagrant délit. En cette matière-là, on suppose que les magistrats qui poursuivent ont déjà réuni tous les éléments de preuve. Tous les éléments de preuve pour pouvoir poursuivre effectivement et rendre la décision qui se doit être rendue. Donc on ne peut pas dire que nous allons travestir les preuves et autres. Et les garanties, on l'a dit de manière répétitive, étaient toutes réunies. On ne peut même pas comprendre cette absurdité-là. Je peux vous dire qu'il n'y aurait même pas eu de dossier si on était dans la partie anglophone du Cameroun. Vous avez vu aujourd'hui, personne n'a pris la parole à l'audience. La dernière fois, les avocats ont plaidé. Les avocats ont plaidé pour ne pas avoir le moindre résultat. Mais aujourd'hui, peut-être que les gens veulent avoir des avocats en dehors des restaurants. Dans ça, l'audience également, on voulait manger de l'avocat. On a dit que voilà, prenez-les. Vous avez vu qu'ils n'ont pas pu prendre de décision. Ils n'ont pas pu prendre de décision parce que c'est très gros. Il faut qu'on ne pousse pas les Camerounais au bout. Qu'on ne pousse pas les Camerounais dans leur dernier retranchement et les contraindre à pouvoir utiliser des méthodes qui ne sont pas orthodoxes. Donc, on aurait pu, et je le pense et je le réaffirme avec fermeté, le 10 novembre, on aurait pu, dans un environnement de cordialité, pouvoir, entre gens de justice, non pas se rendre service, mais avoir un minimum d'élégance. Et c'est ce qui a fait défaut. Et je précise que dans le cas de mes confrères du 10 novembre, il y a une qui est fille de magistrat. Elle est elle-même avocate. Ce n'est peut-être pas ici qu'il faut évoquer sa vie privée. Même celui avec lequel elle a fait les enfants, c'est un avocat. Vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est la famille judiciaire dans son intégralité. On se retrouve entre nous, gens de justice. Nous sommes incapables de nous donner un minimum de respect. Dites-moi, quelle est l'image que nous renvoyons à la société si nous, avocats, nous sommes incapables de mériter le respect de la famille judiciaire? C'est très grave. C'est très grave pour être souligné ou bien pour être passé sous silence. Donc il faut absolument que des scènes comme celle-là ne se reproduisent pas. Ça ne grandit aucunement la justice. Nous ne prétendons pas, il faut que cela soit dit, avoir une quelconque immunité. Mais nous demandons d'être traités avec dignité, avec un minimum d'élégance. Si un avocat dans son propre pays, un avocat c'est un notable, si dans son propre pays, un notable ne peut pas bénéficier des garanties minimales qu'offre la justice, et ce qui est réclamé, c'est inscrit dans la loi. Parce que le code de procédure pénale, je crois, dit l'article 218, dit la liberté, c'est le principe. C'est la détention qui est l'exception. Nous demandons que les magistrats, j'étais aujourd'hui avec des confrères d'expression anglophone, ils souhaitaient que beaucoup de magistrats de la zone francophone viennent se recycler dans la zone anglophone. Et je pense qu'il faudrait que nous puissions arriver à un système comme celui-là. Que de temps en temps, ceux-là qui se comportent comme les ennemis de la liberté puissent aller de l'autre côté, voir comment cela se passe. Parce que les anglophones ont une meilleure pratique de liberté que nous. Je peux vous dire qu'en matière de délictuel, très souvent, dans la zone anglophone, on libère sans que vous n'ayez constitué avocat. Je pense sur le contrôle d'un avocat qui a déjà c'est automatique. Ils appellent ça bailable offensive. Dans les infractions susceptibles de bénéficier de la liberté provisoire. Ce que nous, ici, là, chez nous, lorsque vous êtes seulement convoqué par un gendarme, les gens perdent le sommeil. Ce n'est pas normal. La justice devrait être un endroit qui rassure. On devrait être rasséréné lorsqu'on est devant une autorité judiciaire. Parce qu'elle est censée appliquer la loi. Il faut qu'on arrête de faire le chantage aux populations. La détention provisoire et la garde à vue ne doivent pas être des instruments d'extorsion. Parce que malheureusement, c'est des instruments d'extorsion. Et nous nous insurgeons contre cela. Le barreau est pour les libertés. Le barreau doit affirmer sa liberté. Et même dans l'espace public. J'ai lu il y a quelques jours une résolution qui a été prise par le barreau de Paris qui s'offusquait contre la restriction de la liberté d'expression dans l'espace public, pas seulement dans le cadre du barreau. Donc il faut que le barreau joue le rôle qui est le sien. Et je crois que c'est dans cette optique-là que nous avons décidé, comme vous avez entendu, qu'il y aura absolument un mouvement de grève parce que nous devons marteler et de manière la plus forte possible que nous ne sommes pas d'accord avec les exactions qui sont commises contre les avocats. Nous sommes les princes du palais et un prince doit être respecté dans son palais. Ok. Vous avez dit que vous ne parlez pas au nom du Conseil de l'ordre, mais avec ce qui s'est passé cet après-midi,
Et quand même, des signes d'assouplissement que les avocats vont lever le pied un tout petit peu. Saint-Jalin, puisque Barista Tamfou et Maître Tchouméni n'ont pas été renvoyés en prison. Saint-Jalin, l'anglophone a une formule sacrée que j'aime bien. No condition is permanent. Oui. No condition is permanent. Voyez-vous, ce n'est pas la première résolution. Oui. La première résolution démontre à l'État, aux yeux du peuple, que l'avocat n'est pas au-dessus de la loi. Mais il ne veut pas qu'une loi soit piétinée pour lui être appliquée. C'est pourquoi je pense que la première résolution avait été un peu souple. Celle-ci est venue lever un peu le ton pour dire à l'État, pour dire aux praticiens, à ceux qui violent la loi, que même si l'avocat n'est pas au-dessus de la loi, il n'est non plus au-dessous de la loi. On ne doit pas le piétiner avec la loi. C'est pourquoi les avocats ont annoncé une série d'actes à poser au futur. C'est ce que je comprends. Alors, dès lors que ceux qui avaient la latitude du bras de fer, injustifié, inqualifiable, ont commencé à lâcher du lest, nous apprécierons, nous aviserons et on ira, ça c'est ma position, et nous irons progressivement. Dans un état normal, la prochaine procédure devrait être aussi vite vidée, dans ce sens, pour permettre à l'ordre et au ministère de la Justice d'organiser une commission de régler ce qui doit être réglé. Pour un peu d'histoire, souvenez-vous, vous savez pourquoi est-ce que les avocats ont commencé à avoir autorité autant à la gendarmerie qu'à la police? Barnabé Nekui, le grand frère Barnabé Nekui, avait été séquestré à la DGRE ici à Douala, sous l'égide du code d'instruction criminelle. Il disait, les gendarmes et les policiers, que la loi ne nous autorise pas d'assister nos clients dans les lieux. Tout le monde connaît l'histoire. Pour calmer les avocats, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, à l'époque, Amadou Ali, avait promis aux avocats de leur donner le droit d'assister leurs clients partout où besoin se fera sentir, à toute heure, sur l'étendue du territoire. C'est pourquoi, lorsque le code de procédure pénale a été mis en vigueur, l'article est clair. En France, on vous dit que l'avocat doit intervenir après au moins 3 heures. Non. Au Cameroun, c'est dès que vous recevez votre convocation, vous remettez à votre avocat, le policier ou le gendarme doit vous entendre devant lui. À nous donc d'être courtois et respectueux, à l'officier de faire ce qu'il doit faire dans les règles de l'art. Ce qui gêne, c'est que cette loi de 2006, obtenue de haute lutte à la suite de la séquestration du confrère Barnabé Nekui, est en train d'être éhontement violée. Nous ne demandons pas une loi spéciale. Nous pensons que nous sommes en train de réfléchir. Moi, par exemple, si on me dit à l'âge, qu'est-ce que tu feras comme proposition? Je vais exiger certaines choses, que l'avocat ne soit plus entendu par certaines personnes, dans certaines conditions. Parce que déjà, l'avocat est celui qui est sanctionné au Cameroun 2 fois. La justice étatique le sanctionne. Ensuite, la justice ordinale le sanctionne encore. Qui d'autre? Alors, si nous avons 2 juridictions pour les mêmes faits, alors nous méritons un statut spécial pour mener nos enquêtes. Parce qu'ils pensent sur notre tête 2 marteaux. Je pense que moi, je vais soutenir cette position. Il nous faut un statut spécial pour toute plainte ouverte contre nous. Merci. Ok, Maître Narcisse Commun, le Conseil a décidé, article 1er, renoncer aux hommages judiciaires initialement prévus, programmés sur les parvis de la Cour d'appel du littoral et la Cour suprême du Cameroun. Par rapport aux observations
obsèques du bâtonnier Tchakounte Ipati. Ça veut dire que entre les magistrats et vous, il n'y a plus rien à faire. C'est compliqué là. C'est Jalin, il faut... Je vous lis également ce que disait le ministre Angouène. Il disait que vous êtes partenaire, avocat et magistrat. Partenaire oui. Dans la recherche de la vérité. Mais lorsque c'est quand même... Ça me rappelle quelque chose de vendredi, là. C'est très dur, hein. Oui, j'adhère fortement à toutes les résolutions qui ont été prises par le Conseil de l'ordre. Je suis d'accord avec le ministre Angouène, qui lui-même est magistrat. Oui. Il a fait circuler dans les réseaux sociaux un test assez... Avocat et magistrat, partenaire ou antagoniste? En réalité, on aurait pu être partenaire, ou nous devions l'être. Si chacun, vous n'êtes plus? Si chacun faisait son travail. Oui. J'y arrive. Oui. J'ai écouté tout à l'heure des facs qui vous disaient que le barreau est à l'origine de l'application ou alors de la naissance du code de procédure pénale. Je vais ici faire raviver les mémoires avec une pensée de Montesquieu qui disait: lorsque je vais dans une contrée, je ne regarde pas s'il y a de belles lois. Je regarde si celles qui y sont appliquées, parce qu'il y a de belles lois partout. C'est Jalin, je peux vous dire qu'il y a de très belles lois quand même. Mais où est le problème? Il y a une question d'éthique. Aujourd'hui, ce conflit, en réalité, il n'y a pas de conflit entre avocats et magistrats. Ça, il faut le dire. Oui. Il y a, chez des magistrats, des brebis que je qualifierais de galeuses. Comme dans tous les corps, hein. Oui, j'y arrive. Notre corps n'est pas sain non plus. Oui. Qui ne veulent pas faire leur travail. Et je rejoins à ce propos Moustapha qui parlait du rançonnage. Pourquoi ce conflit aujourd'hui? Lorsque vous arrivez dans une unité de police, les unités de police sont les endroits les plus craints par les citoyens. Parce que même pour des questions conjugales, et si j'ai bonne souvenance, Maître Nécu avait subi des violences à l'occasion d'un conflit conjugal entre son client et son épouse. Même pour des questions les plus simples, vous êtes embastillé. Moi, je vais vous parler, sans citer des protagonistes. Il y a 2 ans, j'ai une cliente qui habite Bali et qui est convoquée à Bonabiri. Et lorsque elle n'est même pas convoquée, en fait, il y a un mandat d'amener qui est délivré à la suite de la plainte du plaignant, de la plainte de la victime, signé d'un magistrat à Bonabiri. Et elle m'appelle, elle me dit: maître, j'ai 2 gendarmes dans mon bureau. Ce bureau soit à Bali, elle réside à Bali. Elle est d'une famille de la place assez fortunée. Et moi, je lui dis, respectueux des lois, s'ils ont un mandat, il faut les suivre. Est-ce que vous pouvez me passer ces officiers-là? Effectivement, ils prennent le téléphone, ils me disent: effectivement, maître, on a un mandat, on l'a présenté à votre client. J'ai appelé le procureur de Bonanjo parce que vous ne pouvez pas partir des gendarmes de Bonabiri, venir interpeller pour la quatrième, la première. Il a répondu aux abonnés absents. Je ne vais pas reprendre sur ce plateau les réponses qu'il m'a données. Mais ma cliente y est amenée et quelques heures après, je décide de m'y rendre. Et lorsque j'arrive, je vais voir le commandant qui a coté le dossier à l'un de ses collaborateurs. Et je m'offusque de cette façon de faire. J'ai trouvé là un officier qui, il faut le dire, était assez ouvert à la discussion et qui s'est senti très gêné. Mais il m'a dit: maître, j'ai reçu des instructions du parquet. J'ai dit: ok, dites-moi qui les a données, moi je vais le rencontrer. Et puis je suis allé au bureau de ce magistrat. Je lui ai posé la problématique. Il a failli de ne rien connaître. Et il m'a dit: maître, si c'était que vous m'expliquez, non, allez-y, je donne des instructions. Mais c'est Jalin, le clou de l'affaire, c'est que quand j'arrive à la gendarmerie, j'ai dit à l'officier: bon, je pense que le procureur ou le substitut vous a appelé, il faut libérer. Quelques 5 minutes après, c'est ce substitut qui appelle. Et vous savez, les dieux rendent fous ceux qu'ils veulent perdre. Cet officier met son téléphone sous haut-parleur. Et j'entends le magistrat lui dire: non, il faut qu'il laisse quelque chose parce que quand on vient à la chefferie, on ne rentre pas comme ça. Voilà l'engrenage dans lequel
Les fonctionnaires. C'est quoi la chefferie? Ah, mais il faut leur demander. Je suis étranger à cette pratique, je ne sais pas. Voilà comment on se retrouve à marchander des libertés pour une affaire foireuse. J'aurais pu être poursuivi à l'époque pour outrage à magistrat parce que je suis allé au bureau de ce monsieur. Et lorsqu'il a senti que le ton montait, il a pris des dispositions pour que cette femme rentre chez elle. Elle avait également alerté beaucoup de personnes dans la place. Donc pour dire, Saint-Jalin, le code de procédure pénale, il a été très bien ficelé. Il y a des choses qui méritent d'être amendées. Oui. Mais pour l'instant, c'est une loi qui elle était bien appliquée. Je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Mon confrère Foussou, qui vient d'une zone où les personnes sont plus ouvertes à la protection des libertés, vous a dit comment ça se passe là-bas. Vous n'aurez jamais vu un spectacle comme celui que nous vivons depuis le 10 novembre. Ça ne serait jamais arrivé là-bas. Vous ne pouvez pas avoir des personnes qui ont des garanties de représentation solides parce que le code est suffisamment clair sur la question. Sauf cas de crime. Vous ne pouvez pas mettre en détention un individu qui est présumé avoir commis un délit. C'est bien écrit, noir sur blanc. Vous allez aujourd'hui à la prison de New Bell. Oui. Elle est pleine à craquer. Depuis le dernier conseil de la magistrature, à ce jour, vous avez environ 600 personnes qui sont détenues. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Pour des questions de défaut de CENI, pour des questions de vagabondage, pour des questions de filouterie de loyer. Savez-vous pourquoi elles sont détenues? Parce qu'elles n'ont pas de nos chefs ce qu'ils attendaient. Dans les chefferies? Oui, il y a des chefferies. Les juridictions sont devenues des chefferies. Et c'est pour ça que je vous dis, personne ne fait son travail parce que les tribunaux sont devenus des lieux de commerce. Je le dis et je ne cesserai pas de le dire. Si tout le monde pratiquait avec un minimum d'éthique, on ne se retrouverait pas dans des situations comme celle-là. Et il faut également que certains magistrats cessent de croire qu'ils sont le bras séculier de l'exécutif. Ils réclament à corps et à cri l'indépendance. Mais ils sont les premiers à être utilisés, à s'inféoder, parce qu'ils estiment ou ils espèrent quelques promotions, quelques postes juteux d'affectation. Et voilà comment, peu à peu, la justice chez nous est en train de s'étioler et nous ne faisons pas un bon exemple pour les investisseurs étrangers. D'ici la fin de l'année, la Banque mondiale va une fois de plus publier ses rapports et vous verrez les membres du gouvernement monter au créneau pour fustiger, pour contester, mais au quotidien nous le vivons, la justice est extrêmement corrompue, de la base jusqu'à son sommet. Il y a des magistrats qui aujourd'hui se démarquent, ils sont peu. Il y a chez les avocats ceux qui doivent adopter des comportements un peu plus éthiques. Je pense que le Conseil de l'ordre, au vu de la crise actuelle, prendra des dispositions dans ce sens. Et là, vous n'avez pas dit qu'ils sont peu aussi nombreux? Un peu plus nombreux les avocats de bonne moralité sont plus commerce agréable et de bonne moralité, un peu plus nombreux. Non, nous n'avons pas les avocats, nous n'avons pas les magistrats ici, mais quand même pour vous apporter la contribution. Les avocats ne rendent pas des décisions de justice. C'est pas nous qui rendons les décisions, on sait jamais. Oui, mais ce que je veux dire, les avocats ne rendent pas des décisions de justice. Vous n'avez pas une décision de justice qui est en train d'être exécutée et qui aurait été rendue par un avocat. Si l'on se plaint de la justice, c'est pour la qualité de ces décisions. Parce que ce qui sanctionne le ministère du magistrat, c'est la décision de justice. Si on fait les reproches qui sont aujourd'hui faits aux avocats, parce que les avocats ne sont pas non plus exempts, oui. Mais je peux vous dire que ceux qui doivent rétablir l'équilibre de la balance, ce sont les magistrats. Si par extraordinaire, on peut nous reprocher l'incompétence, la mauvaise foi et tout ce que vous voulez, ce qui est au demandant n'est pas vrai. Au regard de la sous-région dans laquelle nous sommes, nous avons les avocats les plus compétents de la sous-région. Si on peut nous faire tous les reproches que vous voulez,
il appartient à ceux qui doivent prendre une décision de rééquilibrer la balance. Parce que voyez-vous, le magistrat juge en fonction de la loi et de sa conscience. Il n'est pas obligé de faire droit à la demande qui lui est présentée, le magistrat. Il n'est pas obligé de faire droit à la demande qui lui est présentée au regard des dispositions légales qui étaient visées par l'avocat. Mais étant juriste, il doit appliquer les dispositions légales qui sont applicables au cas à lui soumis. Vous comprenez? Ça veut dire que lorsque nous commettons un impair, c'est eux qui doivent rétablir, c'est eux qui doivent rééquilibrer la balance, remettre en équerre la balance entre le fort et le faible. Mais malheureusement, si on se plaint de la qualité de justice, ce n'est pas du fait des avocats. Chacun doit pouvoir faire son travail. Il faut respecter les qualifications. Le magistrat doit être magistrat, l'avocat doit être avocat, le greffier doit être greffier. Aujourd'hui, il y a une pratique, par exemple, parce que même les huissiers sont dans la danse. Vous restez dans votre bureau, on vous appelle, on dit que maître, votre dossier passe tel jour. On ne va pas vous notifier l'acte. Vous êtes incapable, par exemple, si vous voulez faire appel incident, de pouvoir exercer la voie de recours. Et ils notifient, on va dire qu'on vous a notifié l'acte à personne, ce qui n'est pas vrai. Donc la machine judiciaire dans son intégralité est grippée. Mais les responsabilités doivent être établies. Et je pense qu'au premier chef, ceux qui doivent mettre la justice en équilibre, ce sont ceux qui rendent la décision. Nous faisons le travail qui est le nôtre, nous sommes partisans. Nous défendons les clients qui sont les nôtres. Maintenant, le magistrat, lui, doit rendre la décision, il doit dire le droit. Les investisseurs ne fuient pas le Cameroun du fait des avocats. Les investisseurs fuient le Cameroun du fait de la qualité de justice, du fait de lenteur judiciaire qui sont parfois entretenues et voulues par certains acteurs. Donc il faudrait que chacun joue le rôle qui est le sien. Et les avocats ne sont pas le problème de la justice. Et si les avocats sont le problème, ceux qui ont la décision ont la possibilité de réduire et d'amenuiser le problème et construire les avocats. Ils peuvent neutraliser la témibilité de l'avocat en rendant les décisions qui se doivent être rendues. Puisque nous avons fait les mêmes études, nous avons fait les mêmes humanités. Nous avons le même curriculum pour la plupart. Donc, il faudrait que chacun joue le rôle qui est le sien. Et pour l'heure, nous, les avocats, nous estimons que nous sommes poussés dans les derniers retranchements. Et il faut absolument que les restrictions de notre espace professionnel, qui sont de plus en plus mis en perspective, soient mises à l'écart. Aujourd'hui, dans la loi des finances, on est en train d'enlever aux avocats le contentieux douanier. Donc, chaque jour qui passe, on restreint le champ d'exercice professionnel de l'avocat, ce qui n'est pas normal. Les avocats ne peuvent pas continuer à regarder cela sous silence. Il faut absolument... Il y a beaucoup de choses. Au Cameroun, vous entendez, il y a des ordres de conseils fiscaux. Dans aucune région du monde, vous n'entendez ça. C'est du travail d'avocat. Aujourd'hui, qu'on nous enlève, et de proche en proche, il y a une société qu'on appelle le recouvrement de créances. C'est une société qui n'a pas lieu d'être. Donc, un pays au monde, c'est le travail d'avocat qui est aujourd'hui confié à des fonctionnaires ou à des personnes qui n'ont pas la qualité pour pouvoir l'exercer. Donc, les avocats au Cameroun sont de plus en plus poussés dans leur dernier retranchement. Et ce n'est que normal que nous soyons aujourd'hui en train d'avoir la réaction qui est la nôtre. Il faudrait que tout ceci puisse, à brève échéance, aboutir sur les états généraux de la justice. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il faut que chacun joue le rôle qui est le sien pour que notre pays puisse se relever. Que les gens aient envie de venir investir au Cameroun parce qu'ils sont sûrs que la qualité de la justice sera rendue, reflètera la réalité. Donc en le faisant, je crois que notre pays sera un peu plus fier de sa justice. Ok, on se retrouve donc après parce qu'il est déjà là. Cédric, bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, des avocats s'expriment sur ce qu'ils appellent une programmation d'une persécution à l'encontre de leurs confrères, alors que certains d'entre eux viennent d'être libérés, selon les dernières informations, eux qui ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis, reconnus coupables de rébellion en groupe et destruction, mais le chef d'inculpation d'outrage à magistrat n'a pas été retenu durant cette condamnation. Vous suivrez des avocats s'exprimer sur leur situation dans le journal de 20h. Nous parlerons également du plaidoyer mené par des parlementaires sur le dispositif juridique concernant la protection de l'enfant au Cameroun. Ils estiment qu'il y a de nombreux abus et violations des droits des enfants sans qu'il n'y ait de véritables sanctions à l'encontre des auteurs de ces actes. Comment renforcer ce dispositif juridique? Les parlementaires s'expriment dans le journal de 20h. Nous parlerons également de la suspension d'activité de football pour 5 ans prononcée à l'encontre de Ahmad,
l'ex-président désormais de la Confédération africaine de football, lui pourtant qui espérait rempiler à la tête de cette Confédération africaine de football. Comment en est-on arrivé là? Quelles sont les accusations qui pèsent sur lui? Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, merci d'avoir suivi cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Cédric Noufelet pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. 7 conseils pour se protéger. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie, la partie réservée au débrief du journal, madame, monsieur, toujours en compagnie de Barrister Soufou Ben, maître Narcisse Ekomen, maître Moustapha Ngwana et maître Augustin Ngefak. Maître Ngefak, vous avez suivi les stats du professeur Messanga Nyamding. C'est costaud de votre côté, hein? 30% de corrompus. Moi, je me souviens toujours d'Henri Torres, le patron de Badinter que tout le monde connaît, oui, qui disait à celui qu'il appelait toujours fils, l'avocat ne peut arrêter personne. L'avocat ne peut condamner personne. Alors, dès cet instant, comme disait mon distingué confrère Ngwana Moustapha, 30%, 15%, je pense qu'il devait inverser. Il devait dire que chaque avocat corrompt au moins 2 magistrats. Parce que c'est à qui profite le crime. Ça ne profite pas à l'avocat. Ça profite au magistrat qui encaisse de l'argent. Parce qu'il faut le dire. Dans cette affaire, l'homme de tous les jours. Vous savez ce qu'on me dit au quartier? On vous a arrêté, maintenant on vous arrête, on met en prison. Pour que vous ne preniez plus l'argent, vous diminuez un peu avant d'aller donner aux magistrats. Ils veulent que... Je dis au quartier, voici ce qu'on me dit. L'homme de la rue me dit, on ne veut plus que l'argent que vous prenez pour aller donner aux magistrats là passe par vous. Il faut que ça vienne directement. Voilà l'histoire exacte du dossier. J'ai dit, si c'est comme ça que vous me voyez, je n'y peux rien. Allez donc directement donner. Donc vous voyez... Si M. Sanganyamdi a écouté les mêmes commentaires comme moi au quartier, vous voyez que celui qui porte l'argent pour aller donner, ils ne doivent pas être nombreux. C'est ceux qui attendent l'argent qui doivent être nombreux. Donc les ripoux, s'il y en a suffisamment, c'est ceux qui attendent l'argent. C'est ceux à qui l'argent doit profiter. Voilà, c'est ceux-là qui sont arrogants. J'ai dit bien arrogants. Ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout. Ils toisent la loi. Ils n'aiment pas la loi. Ils ont leur loi. La loi de la corruption. Je crois que son pourcentage va dans ce sens-là. Donc il faudrait qu'il inverse. Voilà. Baristassou, pour vous, c'est stade du professeur Messanga Nyamding. 30% d'avocats sont corrompus, 20% de magistrats sont des ripoux. Well, I don't know where the professor took his statistics from. Because he would have started by saying in Cameroon we have, for example, 10,000 magistrates and we have 20,000 lawyers. Then to come out with his percentages. But as my colleague rightly said a while ago, nobody is a saint. But I think the percentage given the lawyers is not the right percentage. Because a fine lawyer, a proper lawyer, seeks to defend the interests of his client. For instance, my client might have killed somebody and he tells me, actually, I killed this person. I owe the duty of secrecy not to divulge that statement to the magistrate or to whosoever, because he has confided in me as his lawyer, and in my duty as in the course of defending him, I will now be looking for technicalities in the law. Maybe the prosecution can commit 1 or 2 errors and I capitalize on it.
and at the end of the day, he will win the case. If, for instance, I were now to take money from him to go and give the magistrate, it therefore means I'm telling the magistrate that my client committed offense. Yes, as why am I giving him money? It therefore means it's very difficult, and it's a fine lawyer cannot conceive this. He should be able to defend his client to the best of his ability. So as my colleague rightly said, the ball is the other way around. After all, at the end of the day, after doing the case, after doing addresses and all, it is the magistrate that writes the judgment. He may decide, oh, I don't like Barrister Sufu, I'll convict his client. Yes. And I cannot stand up in court and say, I'm sorry, you are a corrupt magistrate, you have done this. All I would rather do is I'll tell him, please take my notice of appeal. I'm going on appeal. I said it a while ago, the tool of the lawyer is his brain and the pen. And the lawyer will not sacrifice that brain of his and his pen for another person who takes the booty. Maître Moustapha Ngouara, sur ces stats par rapport à je dois avouer que corruption dans la justice. Je dois avouer que j'ai, selon le professeur Moussanganya, je dois avouer que j'ai un très grand pincement au ventre. Vous voyez, c'est une image très désolante de notre pays, que nous nous retrouvions à une mission de grande écoute et que nous soyons à diviser sur des statistiques de corruption dans un lieu sain et sanctifié comme celui de la justice. J'avoue que c'est un débat qui me met on ne peut plus mal à l'aise. Je ne suis pas un adepte de la corruption. Je pense qu'on devrait parler de corruption dans le milieu judiciaire. Mais malheureusement, il faut que je le dise, un avocat n'a aucun intérêt à pouvoir se livrer à ce jeu-là. Parce que je crois que ce serait vouloir partager ses honoraires avec des acteurs qui ne sont pas membres de son cabinet. Donc un avocat travaille pour avoir ses honoraires. Les autres d'en face ont une rémunération. Je crois qu'au regard de l'architecture sociale camerounaise, ceux qui sont le plus enclins à pouvoir être l'objet de la corruption, ce ne sont pas les avocats. J'ai toujours ces citations de Jean Racine qui disait « Sans argent, l'honneur n'est qu'une maladie. Sans argent, l'honneur n'est qu'une maladie. » Voyez-vous, la fonction du magistrat est une fonction qui, les fonctions et les pouvoirs qui sont les siens, c'est-à-dire appelle de sa personne également une certaine hauteur, et que la rémunération qui est sienne ne lui permet pas toujours de tenir. Parce que lorsque vous êtes jeune magistrat, vous êtes envoyé à Douala, imaginez-vous que vous avez un salaire de 300 000. Vous devez pouvoir vivre dans un logement décent. Vous devez pouvoir avoir une espèce de prime de salissure parce qu'il faut nettoyer les costumes, il faut avoir une voiture. Je vous dis qu'avec 300 000, s'il faut le dire, aucun jeune magistrat ne devrait avoir une voiture à Douala. Mais vous voyez, tous sont pour la plupart véhiculés. Allez donc savoir par quelle alchimie ils ont fait pour avoir ces voitures ou même pour avoir le train de vie qui est le leur. Donc il faudrait, au-delà de la question de corruption, envisager les mesures qui peuvent être mises sur pied pour améliorer leurs conditions de travail. Parce que l'avocat, lui, je crois que dans cette histoire, subit la corruption. Parce que l'avocat ne peut pas être un acteur principal, étant entendu que s'il se livre à ce jeu malsain, il va perdre certainement une partie de ses honoraires et en même temps, il va perdre même la considération aux yeux de son client. Donc beaucoup du côté des avocats sont plus des victimes de la corruption plutôt que des acteurs. Ce vers quoi doit tendre la réflexion, c'est la possibilité d'améliorer de manière générale le cadre de travail des acteurs de la justice, surtout des acteurs de la justice fonctionnaires. Parce qu'il faut le dire, la charge de travail est importante et ils traitent parfois des affaires d'importance exceptionnelle, mais on ne peut plus mal rémunérés. Je ne justifie pas les actes qui sont perpétrés par ceux d'entre eux qui ont choisi le dévoiement plutôt que de rester dans le canon de la justice. Mais je dis, il faut déplorer leurs conditions de travail. Il faut qu'on améliore la condition de travail des magistrats. Il faut qu'ils soient mieux rémunérés. Je vous dis, dans la zone d'Afrique, je crois que les magistrats camerounais sont parmi les plus mal payés d'Afrique. Je dis bien les magistrats camerounais, parmi les plus mal payés d'Afrique. Et ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas attendre des personnes qui exercent des fonctions aussi honorables, aussi respectables qui sont les leurs et qu'il n'ait pas le minimum vital. Je vous l'ai dit, sans argent, l'honneur n'est qu'une maladie. Vous imaginez qu'avec 300 000 francs de rémunération, par exemple, que gagnerait un jeune magistrat,
comment est-ce qu'il fait pour avoir une vie décente? Lui qui est censé prendre des décisions importantes, lui qui est censé décider sur la vie de certains, qui très souvent le narguent par la puissance de leur fortune. Donc c'est des questions qu'il faut adresser autrement. Certains sont dans un carcan des difficultés qui les amènent à prendre parfois des décisions qui sont on ne peut plus regrettables. Je ne justifie pas, loin s'en faut, la corruption. Mais je dis qu'il faudrait trouver des thérapeutiques véritables pour qu'on puisse, au lieu de faire des statistiques comme celle-là, qu'on puisse éradiquer la corruption de la maison de justice. On ne peut pas dans un pays qui se veut émergent, on ne peut pas dans un pays qui se dit état de droit, être en train de discuter des considérations telles le marchandage des décisions de justice. Dans la maison de justice, tout le monde doit arriver avec les mêmes propres. Et mon confrère sait ce qu'on dit. He who comes to equity must come with clean hands. Celui qui veut la justice doit lui-même avoir les mêmes propres. Il doit avoir les mêmes propres. Donc il faudrait que les choses soient envisagées différemment, qu'on améliore, je l'ai peut-être dit, c'est de manière répétitive, et que, je le remarque, les statistiques qui sont données sont fausses. Les avocats sont les victimes de la corruption. Parce qu'on ne veut pas partager ses honneurs avec qui que ce soit. Donc, le procès Mézanyang dit, je ne sais pas où il tient les statistiques, mais je pense que nous gagnons mieux notre vie que les magistrats. Ce n'est pas faire offense à qui que ce soit que de le dire. Nous gagnons mieux notre vie que les magistrats. Nous souhaitons qu'ils gagnent également davantage, qu'ils aient de meilleures conditions, qu'ils gagnent davantage pour qu'on ne se retrouve pas sur une plateau de télévision dans une émission qui est écoutée à l'international, de discuter des questions de corruption dans une maison qui est censée combattre la corruption au plus haut point. Parce qu'en définitive, au-dessus de la CONAC et tout, c'est les institutions judiciaires qui doivent combattre la corruption. Si on se retrouve aujourd'hui en train de diviser sur la corruption en parlant des acteurs qui doivent combattre la corruption, vous voyez que notre pays est tombé bien bas et qu'il faut absolument que des thérapeutiques de choc, qu'un remède de cheval soit trouvé pour traquer la corruption de manière définitive de notre pays, et que les décisions qui vont être rendues ressemblent un peu à la justice. Parce que malheureusement, on assiste à une espèce de cacophonie judiciaire où on est incapable de savoir là où on va. Et on ne sait pas là où on va au sujet des décisions qui sont rendues dans notre pays parce qu'il y a une absence de sérénité dans la vie des acteurs qui sont censés rendre la justice. Ok. Maître Narcisse, c'est comment sur cette question? Oui, si j'allais au-delà des statistiques posées par le professeur Messaka Nyamdi, qui a dû certainement être confronté quelquefois à la justice, parce que je doute fort qu'il ait fait une étude pour arriver à de telles conclusions. Mais chaque fois que vous êtes confronté à notre justice, quel que soit le citoyen et sa classe sociale, il y a une certaine déception. Mais au-delà, il faut avoir un regard prospectif, parce qu'à mon sens, je suis d'accord avec les propositions que formule mon confrère Ngwana. Les magistrats sont mal rémunérés, ça c'est sûr. Les magistrats travaillent dans des conditions exécrables. Ça également, ce n'est contesté de personne. Si vous arrivez par exemple à Bounanjo, vous rentrez à l'évidence, parfois ils sont 2, 3 dans des bureaux. Mais simplement, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est fait exprès. C'est fait exprès par l'exécutif, parce que l'exécutif, et ce n'est pas propre seulement à notre société, l'exécutif a voulu de tout temps maintenir la magistrature dans une espèce de paupérisation, parce que ça leur permet de les tenir en constituant sur eux des dossiers. Voilà comment ça fonctionne la République. Alors, qui peut s'émanciper de ce carcan-là? Ce n'est pas les avocats, ce sont les magistrats eux-mêmes. Il faut qu'à un moment dans ce pays, que de hauts magistrats, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont plus peur des affectations disciplinaires telles qu'on les connaît chez nous, qui n'ont plus peur du pouvoir de l'exécutif qui, bien sûr, a le pouvoir de les affecter, qu'ils s'asseyent à un moment. Pourquoi pas un syndicat de la magistrature? Il n'y a que eux pour changer leurs conditions. Jamais l'exécutif ne prendra le soin de le faire pour eux. Parce que si vous avez un magistrat libre des questions de suivi, il devient pour eux incontrôlable. Parce que ceux qui ont le plus peur des magistrats, ce n'est pas les avocats. Et je dis, il faut faire le distinguo. Il n'y a pas une espèce de dissidence entre les avocats et les magistrats. Il y a de très bons magistrats dans ce pays. Mais simplement, ils évoluent dans un système qui ne leur permet pas de rendre une copie parfaite ou convenable. Parfaite.
parce que l'exécutif prend le soin de les maintenir dans une relative paupérisation. Vous allez voir, lorsqu'il y a une affaire qui présente des relents politiques, vous retrouverez les mêmes magistrats qui sont désignés pour officier, soit comme juge, soit comme procureur. Pourquoi? Parce que soit ceux-là, sur eux ont été constitués des dossiers parce qu'ils ont sombré dans la corruption, soit ils pensent pouvoir rendre des services à l'exécutif en espérant une amélioration de leurs conditions par d'affectation à des postes qu'ils appellent des postes juteux. Mais pourquoi ils parlent de postes juteux? Est-ce que dans la fonction publique, un poste est juteux? Parce que comme je le disais, les palais de justice ont été transformés en des espèces de synagogues où tout le monde fait son commerce au su et à la barbe de tous. Et aujourd'hui, les statistiques, oui, vous avez parfois des situations où des magistrats prennent le téléphone pour appeler directement des clients qui vous disent, moi j'ai reçu le coup de fil de tel magistrat jusqu'au sommet de la pyramide. Donc je pense que il faut que les magistrats aujourd'hui s'organisent. Les plus jeunes, c'est plus difficile parce qu'ils vont aussitôt subir les foudres de l'exécutif qui continue à les nommer. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le chef de l'exécutif. La plupart des membres sont nommés par lui et même ceux qui ne le sont pas, lui sont inféodés. Donc dans ces conditions-là, il est difficile. Nous sommes parfois allés à des séminaires à l'étranger, mon confrère et moi. Lorsqu'on discute avec des magistrats étrangers, on y allait avec des jeunes magistrats, ils sont toujours subjugués par la compétence de certains magistrats. Ils sont subjugués par leur verve. Mais lorsqu'on commence à parler, après les séminaires, autour d'un pot de rémunération, le magistrat camerounais a tout fait de disparaître. Parce que s'il donne sa rémunération, c'est un scandale. Les magistrats camerounais sont très mal payés. Ils travaillent dans des conditions exécrables. Comment on appelle ça? Les grades sont discriminatoires. Vous avez des magistrats brillants qui stagnent. Vous avez des magistrats hautement corrompus qui ne rendent pas les décisions, qui lorsqu'ils parviennent à les rendre, ne les rédigent pas, qui occupent les plus hautes fonctions. Et à ce stade-là, la justice ne peut pas fonctionner. Donc, pour terminer, je dirais, il faut un minimum de courage chez les magistrats, chez les hauts magistrats, pour que cette situation change. Personne ne les sortira de leurs conditions, sinon eux-mêmes. Voilà. Je vais rebondir un peu sur la déclaration de M. Moustapha. À M. Moustapha, je vais rappeler une chose. Nous sommes sur place, sur ce plateau, parce qu'à l'origine, il y a une affaire de corruption. Voilà, tout est parti de la corruption. Et magistrats. C'est la chose. Je n'ai pas parlé de dossier, mais je vous en prie. Non, vous allez finir, mais je vais vous dire une chose, c'est que moi je suis avocat. Oui. Je ne fais pas de commentaires, sur des affaires qui sont encore en cours. Quand vous dites qu'il y a une affaire de corruption entre avocats et magistrats, je ne sais pas de quoi vous parlez. J'étais à l'audience le 10 novembre. Aucun avocat n'est poursuivi pour corruption. Les faits pour lesquels ils sont poursuivis, c'est escroquerie et outrage à magistrat. Mais si vous parlez d'autre chose, ça vous regarde. Je vous dis donc, en tant qu'avocat, je parle de ce que je connais et je ne parle pas des dossiers qui sont en cours. Je peux parler des principes. C'est ce que j'ai fait jusqu'actuellement. Maintenant, si vous parlez d'autre chose, ça vous engage. Mais je vous dis que les choses, c'est comme ça que devrait être entre avocats. Donc maintenant, pour le reste, vous voulez faire la leçon, faites-vous la leçon. Je ne fais pas de leçon. J'indique, je maintiens. Je disais ceci. Pour l'état de la justice, il y a un jeune magistrat qui a rédigé c'est presque le plus riche en nous. Tout le monde le sait. Sous le bandeau de Thémis. J'espère que là au moins ce n'est pas faux. Penser et repenser la justice. Tout est dedans. Troisième chose, ne perdez pas de vue que le Cameroun a été champion. Toute catégorie. Vous me connaissez de pratique. Je ne suis pas un tricheur. La justice est pourrie. Les magistrats, ils ont raison de le faire. Je vais dire pourquoi. Ce ne sont des fonctionnaires, ce ne sont pas des juges. Ils sont aux ordres.
Ils sont interdits d'avoir un syndicat. Oui. Ils ne peuvent rien revendiquer. C'est pourquoi ils sont entassés comme des petites brebis. C'est à nous, si nous sommes dans une maison commune, qui avons la liberté de temps de dire à M. Messanga Nyamyil, qui appartient au RDPC, qu'il constate que ce que lui il décrit, c'est pourquoi moi je n'ai pas été contre son pourcentage, qu'il constate que c'est eux qui maintiennent. C'est un mauvais système. Ils doivent changer la philosophie de gouvernance, de gestion de la maison justice, en commençant par mettre le magistrat à l'aise, vraiment à l'aise. Cela m'insupporte d'arriver à la cour d'appel et de trouver que 3 messieurs de plus de 55 ans sont assis. Ils ont 400 dossiers au correctionnel. 400. Je me demande comment ils peuvent faire. J'ai pitié d'eux. Il faut que ça change. Tout part de là. Celui qui veut que son dossier qui a mis 8 ans est obligé de contourner son avocat. Il faut qu'on change. Au lieu de prendre les magistrats, aller entasser en Konsamba, qui ne font rien là-bas, parce qu'il n'y a pas d'activité. Il faut étendre des bureaux à Douala pour désengorger. On peut le faire sur 10 ans, et après on redéploie. Tout cela favorise la corruption. Donc je disais, j'insiste, à la base de cette histoire, les faits sociaux, les journaux ont écrit, tout le monde le sait. Je ne commande pas une procédure. C'est dans les journaux. Les magistrats, les avocats ont corrompu un magistrat qui a refusé. Donc, à l'origine, il y a eu une histoire de corruption. Il faut que... Il y aurait. Oui. Un avocat s'exprime pas comme ça. Merci. Il y aurait. Donc, je disais que la maison de justice, les magistrats doivent être bien traités. Et très bien traités. C'est ce que je voulais dire. Voilà, il y a... Les prochains jours s'annoncent, il y a justement le 25 dans 2 jours. Maintenant, il y a le 30 novembre, et avant cela, il y a les obsèques, les hommages aux bâtonniers. Vous savez, beaucoup de dates là pour vous, là, en perspective. Vous savez, nous avons beaucoup de dates qui engagent l'avenir de notre corporation. Oui. Le 25, nous serons à l'audience. Oui. Contrairement à ce que certains pensent, nous n'allons pas à l'audience pour faire le bras de fer avec qui que ce soit. Oui. Les avocats ont parfois été condamnés dans ce pays sans que les confrères ne lèvent le petit doigt. Parce que... Est-ce que ce qui s'est passé cet après-midi pourrait se reproduire maintenant? Vous savez, moi je ne fais pas la futurologie. Oui. Je n'ai pas de boule de cristal. Madame Soleil n'est pas de ma famille, donc je ne peux pas préjuger de ce qui sera dit mercredi. Mais ce qui est sûr, c'est que mercredi, nous serons là. Et nous nous soumettrons à la justice. Mais il faut que cette justice soit humaine, qu'elle soit digne, et qu'elle ne soit pas une justice de vengeance, de ressentiment ou bien d'humiliation. On doit tenir compte il doit y avoir un minimum d'élégance entre les acteurs de la justice. Malheureusement, cela semble n'avoir pas été le cas ces temps derniers. Le 30 novembre, nous allons certainement engager notre mouvement de grève. Et il faut que l'on le sache. Les jeunes avocats sont prêts, s'il le faut, à ce que ce mouvement dure 6 mois ou 1 an. Cela doit permettre de parvenir soit à des résultats généraux de la justice, soit à une amélioration substantielle du cadre d'exercice professionnel de l'avocat. Nous sommes déterminés pour ce faire. Et ce n'est pas que nous le faisons uniquement pour nous. Parce que les citoyens que nous représentons au quotidien ont besoin d'avoir une défense forte. Les citoyens ont besoin d'avoir un barreau fort. Parce que quand on parle d'état de droit, quand on parle d'état de droit, cela se mesure également à la qualité de la justice. Et la qualité de la justice dépend également de la qualité du barreau. On ne grandit pas un pays en affaiblissant le barreau. Le barreau doit être fort. Et le barreau, comme on le dit, nous sommes le dernier rempart. Lorsque tout le monde vous a abandonné, l'avocat est celui qui va être à vos côtés. Même les magistrats qui sont aujourd'hui, qui sont poursuivis très souvent par devant le Conseil supérieur de la magistrature, ils ne sont pas représentés par des magistrats. C'est toujours les avocats qui sont à leur côté. Lorsque les gendarmes, les policiers commettent des exactions, ce n'est pas nous qui sommes représentés. Donc nous ne sommes pas les ennemis des magistrats, nous ne sommes pas les ennemis des fonctionnaires, nous ne sommes pas les ennemis des autres. Nous ne demandons qu'à pouvoir exercer notre métier dans un cadre qui est celui qui a été prévu par le législateur. Donc le 30 novembre, nous allons commencer le mouvement de grève et nous le poursuivrons aussi longtemps que nécessaire. C'est pourquoi s'il y a bien le communiqué ne ferme pas, ce n'est qu'une étape. Donc c'est pourquoi vous avez vu, nous allons de manière progressive. Il y a d'abord une première résolution que moi-même j'ai qualifiée de... On dit du 30 novembre au 4 décembre.
Oui, c'est le 30 novembre qu'à décembre. Mais voilà, aussi longtemps que le Conseil de l'ordre Bien sûr, décider. bien sûr, naturellement, quand je ne dis pas, c'est pas une décision que je prendrai pas moi-même. Oui. Naturellement, aussi longtemps que le Conseil de l'ordre a décidé, moi je suis avocat, nous sommes dans un ordre, nous respectons dans les résolutions qui sont prises par le Conseil de l'ordre. Mais aussi longtemps que le Conseil nous demandera de rester dans notre mouvement de grève, nous resterons dans le mouvement parce qu'il faut absolument que les choses changent. Ça ne change pas, parce que très souvent les dossiers qui sont dans le palais de justice, ce n'est pas les dossiers qui concernent les avocats eux-mêmes. Donc le combat que nous menons aujourd'hui, c'est un combat qui est dans l'intérêt supérieur des citoyens camerounais. Il faut que les gens le comprennent. Donc ce n'est pas une bataille égoïste. C'est une bataille pour qu'on puisse libérer les énergies dans le milieu judiciaire, pour que la justice soit rendue dans l'intérêt supérieur du peuple camerounais. Et pour cela, les avocats sont prêts à ne pas travailler aussi longtemps que cela sera nécessaire, naturellement sous la houlette du Conseil de l'ordre, comme le rappelle mon excellent confrère et ami et Saké Narcisse. Barrister Sou. Yes, I like the debate, and I think if all lawyers in Cameroon were to come out like one person and condemn the shabby treatment given to lawyers, it would have started so many years behind. I say so because it seems there's some sort of discrimination. If we are all lawyers in Cameroon, we must be seen to be defending all lawyers. There is Shufai Blaise Severism and Eyambe Elias, who are in Kondengi. And when the lawyers of the Anglophone started a strike and said, we have to defend these people, not all of us, not all lawyers were in one voice. And if we had all come out in one voice, maybe the situation of this country would have changed. So I'm calling on not only my colleagues who are on the panel, equally the Bar Council, that the strike that is destined for the 30th to the 4th of November, they must they must bring on board the issue of those colleagues who are facing a life jail in Kondengi. They are equally lawyers of the Cameroon Bar Association. We cannot keep them out. Ok. Voilà, Maître Ngefak d'abord, ce programme chargé, hein, il y a les obsèques du bâtonnier qui sont prévus. Il y a le 30, le début de robe morte, on va dire comme ça. Mais il y a aussi, surtout, vous avez décidé de ne plus intervenir dans les juridictions. Non, ce n'est pas encore acté. Oui. On a donné un délai. Voilà. Donc le délai, vous avez donné une semaine à l'exécutif pour faire quelque chose. Entre aujourd'hui et le 30. Et le 30. Beaucoup de choses peuvent se passer. Ok. Voilà. Il n'y a que les animaux ou bien les idiots qui ne changent pas. C'est ce que je peux résumer. Pour le reste, je dis, nous avons intérêt à ce que les vieilles méthodes, les pratiques qui dénigrent notre pays, qui dénigrent notre profession, que ces pratiques, ces mauvaises pratiques, à défaut de disparaître, qu'elles soient vraiment réduites à la portion congrue. Nous avons intérêt dans tous les corps, parce qu'il s'agit de notre métier. Nous n'allons pas abandonner au motif que nous sommes écrasés. Non. C'est dans la guerre, c'est dans la difficulté que chacun éprouve, ou bien que chacun donne le meilleur de lui-même. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Maître Narcisse, c'est comment? Oui. Il y a le 25 d'abord. Oui. Dans 2 jours. Le 25 dans le 2 25, jours. le week-end, le 30. C'est chargé, hein? Oui, c'est chargé en termes d'agenda. Oui. Il y a beaucoup de chances. Pourquoi vous souriez, hein? Oui, j'espère bien que... On se comprend. Allez-y, maître, quand même. J'espère bien que le 25, la maison justice va retomber sur ses pieds, parce qu'actuellement, on a l'impression que les gens marchent sur la tête. Et que, comme aujourd'hui, même si la décision n'est pas satisfaisante, puisque des confrères ont été condamnés, qu'au moins, ceux qui sont détenus vont retrouver la liberté. Mais ce que je voudrais... Et puis de ceux qui sont recherchés, on n'en parle pas beaucoup, hein? Oui, ceux qui... Voilà. Est-ce que la liste peut... On vous espérait que la liste disparaisse? Oui, on n'en parle plus? Oui. Je pense qu'il est dans l'intérêt des pouvoirs publics. Parce que je suis certain que les initiatives ne viennent pas des seuls magistrats.
parce qu'on sait comment ça fonctionne. On en réfère toujours au garde des Sceaux, surtout pour des questions comme celle-là qui touchent aux avocats. Je pense et je souhaite que cette cabale qui n'honore pas ce pays, parce qu'il n'est pas raisonnable qu'un procureur de la République fasse kidnapper un individu, même s'il n'était pas avocat. Parce que les canaux d'interpellation sont connus de tous. Flagrant délit, vous pouvez être appréhendé directement. S'il s'agit d'une plainte ou des poursuites du ministère public, vous êtes convoqué et vous déférez à la convocation. Et il n'y a pas de raison qu'une autorité, encore que jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas si c'est un mandat d'amener, si c'est un mandat d'arrêt, on ne sait pas ce que c'est. De perquisition. Paraît qu'il s'agit d'une espèce de... Peut-être c'est un mandat de perquisition, puisque à l'aide des mandats de perquisition, on a pu appréhender des gens ici à Douala dans un passé récent. Il s'agit d'une espèce de soie transmise sur lequel on a couché des noms des gens. On dirait la Gestapo, mais c'est pas normal, il faut le dire. Et c'est pour cette raison que le Conseil de l'ordre a pris ces résolutions-là. Donc, si cette cabale-là continue, si ces poursuites qui n'ont pas juridiquement de fondement ne s'arrêtent pas, voyez-vous, le mouvement de grève sera un peu plus durci et je compte sur le Conseil de l'ordre pour le mener à bonne fin. Voilà, merci. Il est déjà là, Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonsoir Sylvestre. Bonsoir Serge Alain. Tout à l'heure, 100% foot. Oui, 100% foot avec la destitution, si on peut l'appeler ainsi, d'Amad, président de la Confédération africaine de football, suspendu pour 5 ans par la Fédération internationale de football association. La commission d'éthique de la FIFA estime que Amad a versé dans des faits de corruption, pot de vin, autres faits qui lui sont reprochés et qui ne lui permettront plus donc de remplir pour un second mandat à la Confédération africaine de football. Il est remplacé de manière intérimaire par le Congolais Constant Omari Selami qui va assurer donc l'intérim jusqu'aux prochaines élections en mars prochain. Mais ce que nous pouvons vous révéler ce soir sur Equinox Télévision, c'est que depuis la semaine dernière que Amad est au courant de sa suspension, puisqu'il avait été longuement entendu par cette commission d'éthique par visioconférence la semaine dernière. Et puis, à l'issue de cet entretien, il lui a donc été signifié sa suspension. Nous allons plonger au cœur de ce dossier dans quelques instants, tout comme nous reviendrons sur ce conflit entre l'Africa Foot et la LFPC. Encore. Sylvestre Hippolyte Zangao, décidément, est-ce qu'il y a une espèce de malédiction? Platini, Blatter, maintenant Amad. Ben écoutez, on va parler de la révolution dans le football et dans le mouvement sportif mondial. Vous vous souvenez qu'il y a de cela encore quelques mois, c'est le Sénégalais Lamine Diack qui avait été président de l'instance mondiale d'athlétisme, qui lui aussi est donc passé par les mailles de la justice. Il a été épinglé pour des actes qui lui ont été reprochés, notamment corruption, etc., alors qu'il occupait cette fonction-là. Aujourd'hui, c'est Amad. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'il y a eu Seb Blatter, Jérôme Valk et toute une grosse machine de la FIFA que l'on pensait pourtant indétrônable, mais qui a fini par tomber. Des noms tels que Michel Platini, banni à vie pour certains de la planète football. Difficile d'éviter quand on atteint ce poste de responsabilité. Merci. C'est tout à l'heure avec Sylvestre Hippolyte Zangao, 100% foot sur Equinox Télévision. Après Equinox Soir. Merci, cher monsieur. Thank you, Barrister, for coming. You're welcome. Thank you. We're going back to Bamenda. Well, we're going back to Bamenda in 2 days. Ok. Merci, Maître Moustapha Ngwana, d'être venu. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver sur votre plateau. Voilà. Je viendrai à la prochaine invitation. Ok, merci, Maître Augustin Gefak. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir au magistrat du Cameroun. Voilà. Merci à vous, Narcisse Commun. Merci, Serge Alain. J'espère bien que la mise en accusation du PAS, président de la CAF, pour des faits de corruption, j'espère que nous sommes étrangers à tout ça aussi, parce que je prie que de par notre ancienne qualité de champion du monde, que nous soyons cette fois-ci épargnés, parce que voilà, merci madame, monsieur. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox et merci pour cette invitation. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Le rendez-vous il est pris pour demain 19h. Bonsoir le fan club Equinox Soir, Camberto en Bouddha.